Tant que je serai noire, c'est le podcast qui répond à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Tant que je serai noire, ce sont des récits de femmes qui nous parlent de leur désir ou non-désir d'enfant. Un podcast qui nous montre à quel point les récits des femmes interrogées sont aussi intéressants que les 1000 vies de Maya Angelou. Je suis Tsipora, la créatrice et productrice de Tant que je serai noire. Il y a quelques années, j'ai découvert l'existence de l'Agence de la biomédecine, un établissement public relevant du ministère des Solidarités et de la Santé, créé par la loi de bioéthique de 2004. Alors, dans une démarche de don d'ovocytes, j'ai découvert que cette agence était notamment chargée d'encadrer les activités liées au don d'ovocytes, au don de spermatozoïdes et plus largement l'assistance médicale à la procréation, PMA ou AMP. Quelques années plus tard, voilà qu'un de mes épisodes est sponsorisé par cette même agence. Les dons d'ovocytes progressent, mais ils restent cependant encore insuffisants pour répondre à la demande des nombreuses personnes concernées. De ce fait, les délais pour accéder aux dons d'ovocytes peuvent atteindre plusieurs mois. Ces délais sont encore plus longs pour les femmes noires. En 2019, 836 femmes ont fait un don d'ovocytes. 2100 tentatives d'AMP ont été faites à partir d'ovocytes issus de dons pour des couples receveurs et 409 enfants sont nés suite à un don d'ovocytes. Tout comme Diane, invitée de cet épisode, vous pouvez faire évoluer cette situation en donnant vos ovocytes. Diane est une trentenaire issue d'une fratrie de 4 enfants. Elle est la cadette et la seule fille. Il y a 3 ans, après la lecture de Sorcière de Mona Chollet, elle a su qu'elle ne voulait pas d'enfants. L'année suivante, elle tombe sur un épisode de Bliss Story et découvre le récit d'une femme qui a décidé de faire un don d'ovocytes. Après des recherches supplémentaires, elle découvre aussi qu'il existe une pénurie de gamètes de phénotype noir. C'est alors qu'elle décide de faire un don. Rares sont les donneuses, et plus spécifiquement les donneuses afrodescendantes. Comment s'est donc passé le processus de don et pourquoi Diane a-t-elle décidé de faire ce don malgré son non-désir d'enfant ? Toutes les réponses se trouvent dans l'épisode. Bonne écoute! Comme beaucoup de petites filles et de femmes, donc je voulais me marier à 25 ans, avoir des enfants, etc. Et puis justement, à partir de 25-26 ans, j'ai commencé à me poser la question de pourquoi j'ai envie d'avoir des enfants. Et est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'ai été éduquée à en avoir ou vraiment, personnellement, c'est un choix profond. Et donc, j'ai commencé à un petit peu me documenter, à écouter des podcasts, à lire des bouquins. Et c'est à la suite de la lecture de Sorcière de Mona Chollet, je me suis dit, mais en fait, je me suis jamais posé la question. Et en me posant la question, non, j'ai pas envie d'être mère, en fait. Pour moi, c'est pas une fin en soi. Je peux très bien être heureuse sans l'être. Et j'ai vraiment envie de vivre pour moi, mes besoins, dans une relation de couple la plus saine, bienveillante, équilibrée possible, où il n'y a pas de place pour la parentalité, en fait. Voilà. Donc, pour moi, la féminité ne rime pas forcément avec la maternité. Diane n'est pas la seule à ne pas vouloir d'enfant. Son compagnon non plus ne veut pas d'enfant. Mon compagnon a toujours eu ce non-désir d'enfant, depuis tout petit, depuis toujours. Donc effectivement, j'ai fait ma démarche vraiment de mon côté. Ça n'a pas du tout été quelque chose d'imposé par mon compagnon, pas du tout. Et ça a été un soulagement que finalement d'arriver au même constat que voilà, nous ne désirions pas avoir des enfants, chacun de notre côté, donc que ça soit ensemble d'ailleurs ou séparément. Et donc du coup, ça a mené à, il y a 1 an, je pense, il m'a fait la plus belle proposition qu'on peut faire, je crois, à une femme. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc il m'a dit, mais en fait, tu devrais peut-être arrêter la contraception. Et puis c'est moi en fait qui vais avoir une contraception donc définitive pour les hommes. Donc il m'a dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses si je faisais une vasectomie? Et j'ai fait, waouh. Ah oui, j'étais vraiment très émue, enfin, rien que d'en parler, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Non, ce n'était pas une demande en mariage. Non, qui m'a dit, voilà, moi, j'ai toujours eu son non-désir, et puis, voilà, j'ai envie de le faire. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, écoute, si t'es sûre, carrément, oui, je te soutiens dans cette démarche, et puis, on a fait toutes les démarches ensemble. Il a contacté une clinique, et il a commencé du coup son parcours. Son opération s'est passée début décembre, donc 2020. Moi, à ce moment-là, justement, j'étais dans mon parcours de don.
Et donc, j'ai fait une pause à ce moment-là parce que lui, il fallait attendre 3 mois pour être sûr que son opération avait été donc efficace. Et moi, j'ai fait du coup une pause parce que je ne voulais pas avoir un moyen de contraception après mon don. C'est pour ça que j'ai mis à peu près 4 mois à faire mon don. Pendant que son compagnon décide de faire une vasectomie, Diane mûrit aussi son projet de don d'ovocytes. Elle revient sur les motivations et les débuts de sa démarche de don. Moi, ne voulant pas d'enfant, et donc je me suis renseignée. Et puis en écoutant un podcast qui s'appelle toujours d'ailleurs Bliss Stories, il y avait une maman qui avait 3 enfants et qui faisait une démarche de don, justement. Je me suis dit, ah, ça existe. Parce que déjà, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc je me suis renseignée et puis j'ai vu que les femmes noires attendaient beaucoup plus longtemps pour avoir un don que les femmes blanches. Et j'ai trouvé ça injuste, en fait. J'ai trouvé ça... je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, nous sommes toutes des femmes. Et puis, c'est tellement dur pour une femme de renoncer à la maternité, ou en tout cas que ça soit tout un parcours. Et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai des amies atteintes d'endométriose ou qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et moi, je suis hyper fertile. Sans problème. Et là, je me suis dit, mais oui, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie d'aider une femme inconnue, 2 ou peut-être 3 en fonction, voilà, du nombre d'ovocytes que je pouvais produire. Et donc, la clinique à laquelle lui faisait sa vasectomie faisait donc, je me suis renseignée et je pouvais faire mon don dans la même clinique que lui. Donc, pendant que lui faisait sa vasectomie, ses démarches, moi, je faisais mes démarches pour pouvoir faire mon don. Le don d'ovocytes est possible pour toute femme en bonne santé âgée de 18 à 37 ans, ayant eu ou non des enfants. Avant de pouvoir procéder au prélèvement des ovocytes, plusieurs étapes sont à suivre afin de s'assurer que la donneuse est en bonne santé. Diane revient sur ces étapes et sur comment elle s'est sentie tout au long du processus. Donc j'ai eu un premier rendez-vous qui est en gros le rendez-vous d'information et de consentement. Donc là j'ai eu un médecin biologiste et un généticien au téléphone par Zoom. Donc qui ont abordé toutes les questions relatives à la procédure. Donc j'ai vu avec eux la possibilité de garder ou non mon stérilet. Donc toutes les contraintes. Et l'idée aussi, c'était de faire un point sur, en gros, mon arbre généalogique sur 2 générations, pour voir un petit peu dans ma famille, est-ce qu'il y avait eu plus de garçons, plus de filles, pour vraiment faire un point génétique. Et aussi, bien sûr, un point sur les maladies génétiques dans ma famille. Pour moi, ça devenait concret, en fait. Et puis en plus, c'était, j'allais au boulot, en gros, la journée, parce que malgré le confinement, je continuais à travailler. Et le soir, j'avais ces rendez-vous qui me mettaient dans une autre réalité. Et je me disais, ça y est, c'est parti, c'est le moment, ça prend forme enfin. Donc j'étais enthousiaste et j'avais vraiment hâte vraiment de connaître la suite. Et puis justement, au premier rendez-vous, ils m'ont parlé du consentement. Donc voilà, il fallait que je signe un document. Mais il fallait aussi avoir le consentement de mon compagnon, n'est-ce pas? Et là, je me suis dit, mais comment ça, enfin, le consentement de mon compagnon, enfin, c'est mon corps, quoi. C'est mon corps, mon choix. Bien sûr, j'en ai parlé à mon compagnon, mais s'il n'avait pas été d'accord, je l'aurais fait quand même. Et donc, quand on est en couple, en fait, il faut que le compagnon soit d'accord aussi. Et qu'il signe ce formulaire où il donne son consentement. Bonne nouvelle, depuis la nouvelle loi de bioéthique d'août 2021, le consentement du conjoint a été supprimé et n'est donc plus nécessaire pour faire un don. Et après, donc, j'ai eu un deuxième rendez-vous qui était le bilan gynécologique. Donc là, l'idée, c'était d'évoquer les antécédents familiaux, mais vraiment du point de vue gynéco. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un cancer du sein, cancer du col de l'utérus, problème de thyroïde, voilà. Et donc, il a fallu ensuite, en gros, faire une échographie pour évaluer donc la quantité et la qualité de ma réserve ovarienne. Donc, en gros, c'est le stock d'ovocytes présents dans mes ovaires. Savoir si c'était en forme. Et donc, j'étais hyper stressée. J'arrêtais pas de dire, c'est bon, tout va bien, ça va. Parce que du coup, il aurait fallu que j'arrête tout à ce moment-là. Donc, quand elle m'a dit non, tout va bien, elle m'a fait, je me souviens, une palpation mammaire et tout allait bien.
Donc après ce deuxième rendez-vous, il y a vraiment les examens cliniques et biologiques pour vraiment détecter la présence d'éventuels virus. Donc là, c'était hépatite, IST, VIH, toxoplasmose, rubéole, etc. Et 2 maladies génétiques. Et là, les 2 maladies génétiques, je savais pas, mes parents savent pas. Donc, Et en gros, c'était la mucoviscidose et ce qu'on appelle le syndrome du X fragile. Donc c'est une maladie qui peut causer un retard mental chez l'enfant. Et donc là, j'étais en stress total. J'étais là, ok, bon, j'espère vraiment que ça va aller. Et tout s'est bien passé, bien sûr. Il n'y avait aucune de ces 2 maladies-là, mais je pense que c'était le moment le plus stressant de toute la démarche. C'était même pas la ponction, tu vois. C'était vraiment, est-ce qu'il y avait eu des maladies génétiques dans ma famille? Ensuite, j'ai eu donc l'entretien avec un psychologue. Et parce que, voilà, c'est pas une démarche facile. Donc l'idée, c'était de savoir vraiment quelles étaient les raisons de mon choix, enfin de cette démarche, et de ce que ça impliquait. Est-ce que si j'avais bien compris ce que ça impliquait le don, et ça a duré 15 minutes, hein. C'était très rapide. Donc au bout des 15 minutes, elle m'a dit oui, c'est bon. Psychologiquement, vous êtes en accord avec votre choix, donc c'est bon, je valide. Je mets un tampon sur le papier. Donc après ça, j'avais coché les 4 premières cases. Donc là, j'ai eu l'équipe médicale qui m'a appelé pour me dire on a la validation du psy, on peut y aller, c'est bon. Donc là, il était question donc de parler des fameuses injections, n'est-ce pas? Et donc j'ai eu 2 heures de formation à l'auto-injection parce que je voulais pas forcément faire venir. Je voulais pas faire venir une personne extérieure dans mon cocon, en fait. C'était vraiment quelque chose que je voulais vivre voilà, avec mon compagnon et j'avais pas envie qu'il y ait une personne étrangère qui vienne chez moi me faire des injections. Donc j'ai eu cette formation-là. Donc il y a une infirmière qui est venue à la maison pour m'expliquer en gros tout le déroulé de la PMA. Donc j'avais des schémas avec les trompes, tout ça, l'anisation de l'œuf, comment ça se passe. Elle m'a expliqué en gros les rôles des injections que j'allais me faire le matin et le soir, donc pendant 12 jours. Donc ça peut être moins, ça peut être 10 jours en fonction des femmes. Et comment allait se dérouler en gros la ponction. Donc j'ai eu un petit classeur avec des schémas. Et du coup, elle m'a montré donc les injections, donc sur une petite balle en mousse. Et puis à la fin, elle m'a dit allez-y, faut vous piquer. Et là j'étais là genre oups. Donc il faut savoir que c'est vraiment une toute petite aiguille, elle est microscopique. Hein. Elle est toute petite, on la sent quasiment pas. Mais ce qu'il y a autour de l'aiguille, du coup, c'est quelque chose, c'est comme un gros stylo, en fait. Ça se présente comme un stylo. Il faut appuyer dessus comme un stylo, vraiment comme le stylo qui fait tac-tac. Et donc, elle me montre comment faire mes injections. Et à la fin, donc, j'ai fait ma première injection avec de l'eau, donc... Et elle me dit, voilà, vous pouvez vous injecter les cuisses ou le ventre. J'étais là, bon, ok, je suis prête. Quand elle m'a dit, allez-y, j'ai fait, non, mais je ferai le jour J, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, non, il faut vraiment me montrer que vous avez bien compris. Et c'est vrai que là, j'ai pris une grande respiration, j'ai hésité. Et puis en fait, j'ai quasiment rien senti. Ouais, c'est vraiment tout petit. Il y a que la piqûre de déclenchement qui est un peu plus grosse, je crois, dans mes souvenirs. Et donc après ça, j'ai commencé les injections. Il fallait que je fasse un contrôle, en gros, de mes hormones. C'est-à-dire que je me rende à la clinique pour voir si le taux d'hormones était bon ou s'il fallait réajuster pour pas justement soit un peu fatiguée ou que ça perturbe, en gros, mon cycle. Donc à ce rendez-vous, en gros, on a réajusté la dose... des injections que je faisais tous les jours. Et on a fait une échographie donc, pour voir un peu la production et la maturation des ovules avant la ponction. Ça a duré 12 jours. Donc, il faut savoir que j'allais au travail en même temps. J'ai pas pris... on peut prendre un congé maladie. On peut... donc, tous les rendez-vous qu'on peut avoir durant son temps de travail sont complètement... décompter son temps de travail, en fait. Hein. Il suffit juste d'avoir un justificatif.
Donc, toute cette période, voilà, moi, je travaillais. Pendant mon cycle, habituellement, j'ai pas de grosse fatigue avant mes règles ou j'ai pas de saut d'humeur, donc ça n'a rien changé, en fait. Pas d'impact. Et ça dépend vraiment des femmes, je pense. Donc, du coup, 36 heures avant la ponction, donc c'est le déclenchement avec cette fameuse aiguille qui est un peu plus grosse que les autres. Le jour du déclenchement, à 8 heures du matin, je suis allée faire une échographie, une prise de sang et un test PCR, n'est-ce pas? Parce que nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs en temps de Covid. Et tout allait bien, donc ils allaient pouvoir me faire la ponction 2 jours après. Et ça a tombé un samedi. Ça, c'est quand même cool. Et donc, le soir, à 22h30, il fallait que je me fasse la piqûre, la fameuse piqûre de déclenchement. Donc, là, monsieur avait je sais plus, je sais pas si c'est parce que j'avais peur ou parce que j'avais vraiment envie que ça soit lui qui le fasse. Ça, je me souviens pas. Mais il m'a aidé donc à préparer le mélange pour l'aiguille. Donc il y a une poudre qu'il faut mettre dans une aiguille un peu plus grosse, à mélanger avec un autre produit. Et là, c'était la partie un peu plus difficile, mais franchement, l'infirmière, elle m'avait très bien expliqué. On peut le faire tout seul. Ce n'est rien de compliqué. Mais après, si on a un peu la phobie des aiguilles, je comprends qu'on ne veuille pas le faire toute seule. Et là, raison de plus pour pas avoir quelqu'un chez moi à 22h30, quoi. C'était vraiment notre petit moment à tous les deux. C'était quand même assez intense. Donc, la dernière piqûre, du coup, la piqûre de déclenchement, c'est lui qui me l'a faite. Donc, il m'a vraiment soutenue jusqu'au bout. Et c'est vrai que cette piqûre, je me suis dit, j'ai vraiment pensé à toutes ces femmes qui sont dans ce parcours vraiment long et difficile. Et je me suis dit, j'espère que j'aurai plein plein d'ovocytes que je peux en donner plein. Enfin, plein, on peut pas en donner une centaine, hein, bien sûr, mais j'étais plein d'espoir, vraiment très émue. Et donc, 36 heures plus tard, enfin le jour de la ponction, donc j'étais à la clinique, en ambulatoire, donc le matin. Et donc 30 minutes avant, j'ai eu des antidouleurs pour donc éviter d'avoir une grosse douleur après. C'est vraiment pour préparer le corps pour l'après, c'est pas vraiment pour la procédure. Donc il y a des personnes qui peuvent le faire sous anesthésie générale. Et je me souviens quand j'avais discuté avec le gynéco, il m'avait dit ça peut être sous anesthésie locale, il n'y a pas forcément besoin. Donc c'est comme vous voulez. Et je voulais être consciente. Je voulais vraiment être consciente donc j'ai dit non, OK pour l'anesthésie locale. Et ensuite au moment de rentrer dans le bloc, on me dit du coup vous pouvez choisir la musique que vous voulez écouter pour vous détendre un petit peu. Donc c'était l'automne, il pleuvait, il y avait du brouillard, mon compagnon m'avait déposé, était reparti, donc c'était quand même très froid comme ambiance. Il fait ah oui, merci. Et là j'ai choisi Liane Lavas, donc beaucoup de douceur, voilà, j'étais enveloppée par sa voix. Pour ma petite anesthésie locale, c'était parfait. Donc j'ai eu une anesthésie locale au niveau du col de l'utérus, donc avec une très fine aiguille qui fait que j'ai quasiment rien senti. Et on m'a proposé de respirer une espèce de gaz un peu qui est censé te détendre, voilà, pour que tu sois dans un mood tout smooth et tout ça. Et là je dis non, je ne veux pas de ce gaz-là. Je veux voir en fait. Je veux voir, je veux sentir. Il y avait vraiment l'écran de l'échographe qui était juste à côté de moi. Donc au moment de la ponction, j'ai ressenti une espèce de petite douleur, mais vraiment comme une crampe quand on a ses règles, quoi. C'est vraiment rien d'insurmontable. Et donc je regardais, je voyais l'aiguille traverser la ponction. Je suis très douillette, hein. Donc même la petite douleur de règle, la petite crampe, c'est aïe. Mais non, j'étais hyper fière. Et puis à la fin, elle m'a dit c'est une très bonne ponction. Je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire une très bonne ponction? Peut-être qu'il y aura plus d'une femme qui vont pouvoir utiliser les ovocytes, peut-être 2, peut-être 3. Donc j'étais très fière. Et donc là, ça se termine. Et là, je fonds en larmes. Enfin, j'étais
J'ai tout relâché en fait. Et j'avais qu'une envie, c'était que mon compagnon soit là en fait. J'étais là, j'ai envie qu'il soit là. Et j'avais froid. J'avais froid. Je pleurais. Et il y avait voilà, les deux personnels médicaux, les deux personnes qui étaient là, qui me disaient merci beaucoup, vraiment vous êtes hyper courageuse, on a fait une très bonne ponction, bravo et merci. Ah mais c'était des larmes, j'étais hyper émue quoi. Je pensais beaucoup à ces femmes-là, j'étais contente que ça se soit bien passé jusqu'au bout. C'était des larmes de joie, de fierté, de me dire ça y est, c'est fait, j'ai réussi. Et donc après ça, le médecin est venu dans ma chambre pour me voir si tout allait bien, m'expliquer la suite. Donc me dire que j'allais avoir des petites crampes, des saignements, que je risquais de me sentir un petit peu ballonnée les 2 prochains jours et qu'il fallait surtout que je fasse pipi. Très important. Et voilà, elle m'a remerciée, puis elle est partie. Du coup, le lendemain, j'ai eu comme des douleurs de règles, vraiment une sensation de ballonnement, douleurs de règles. Ça a duré 2 jours. Et lundi, je suis retournée travailler. Voilà. C'était fini. Le don d'ovocytes est un choix et un parcours personnel. Pendant que Diane revenait sur son parcours de don, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander mais comment a réagi sa maman à l'annonce de sa volonté de faire un don alors qu'elle ne veut pas d'enfant. Alors, par rapport à mon non-désir d'enfant, ma mère est dans le déni total. Elle espère toujours. Elle est dans le déni, mais complet. Jusqu'il y a très peu de temps, je me souviens qu'on avait des repas où il y avait toujours une petite remarque qui au départ me mettait mal à l'aise et puis au fur et à mesure m'énervait. Donc j'ai eu une discussion aussi là-dessus avec elle pour lui dire je sais que c'est difficile pour elle d'accepter ce choix, d'autant plus que je suis sa seule fille, sa petite fille. Donc je pense que elle aurait aimé. Mes frères sont tous parents, donc mes parents ont beaucoup. Enfin, ils ont des petits enfants, mais c'est vrai que ma mère, elle espère toujours quoi. Non, pour elle, je vais changer d'avis. Je changerai d'avis, donc. Et donc, quand je lui ai dit que j'allais faire un don, la première chose qu'elle m'a dit, c'est mais ça va, c'est pas dangereux pour toi, ça va pas t'empêcher d'avoir des enfants. Et non, ça va pas m'empêcher d'avoir des enfants. Je ovule à chaque cycle, donc ça va, il y aura pas de problème. Donc, elle était vraiment inquiète, oui, pour mon corps, pour moi. Et après ça, c'était, elle était quand même contente. Enfin, elle était fière, quoi. Ouais, elle était fière. Elle disait, c'est bien ce que tu fais, ma fille, tout ça. Mon père, lui, il a accepté mon non-désir d'enfant plus facilement que ma mère. Lui dit des fois, mais laisse-la tranquille. Oui, mes amis, ma belle famille, ma famille, ouais, ils étaient tous fiers de ma démarche, vraiment. Ils ont trouvé ça courageux. Et mes copines, je pense que ça a émis ça a ouvert une petite, ça a allumé une petite ampoule, des questionnements. Je fais pas du tout de campagne de allez-y les filles. Non, pas du tout, mais je pense que elles m'ont posé des questions. Donc, Une fois le don effectué, tout comme pour Diane, les proches sont fiers de vous. Maintenant, comment faire pour communiquer sur l'existence de ce don autour de soi ? C'est important pour moi d'informer sur ma démarche. Donc j'ai fait une story permanente sur mon compte Instagram parce que déjà moi quand j'ai cherché, il y avait pas beaucoup d'informations. Enfin, j'ai vraiment dû chercher. Déjà le fait d'en entendre parler sur un podcast, je me suis dit mais je sais pas comment le gynéco nous en parle pas, comment il n'y a pas d'affiches dans les cabinets médicaux, on parle du don d'ovocytes. Même pas forcément le don d'ovocytes pour les femmes noires, mais du don d'ovocytes tout simplement. Donc la question de l'information pour moi était
primordial, quoi. Il fallait que je partage ce que j'étais en train de faire, qu'on prenne conscience qu'on pouvait le faire, comme pour le don de sang. L'enjeu actuel est d'avoir plus de profils issus des communautés afrodescendantes. Du coup, j'ai demandé à Diane pourquoi il n'y avait pas beaucoup de dons au sein des communautés afrodescendantes pour elle. Je pense pas du tout que ce soit une question de culture, de tradition, comme j'ai pu le lire sur Internet. Non, je pense que c'est simplement une question d'information. Je pense que si on savait qu'une femme noire avait plus de difficultés à accéder à un don, je pense que beaucoup de femmes comme moi pourraient faire un don désintéressé. Voilà. Je pense que c'est vraiment une question d'information et je pense que c'est important d'avoir aussi des campagnes d'information ciblées. Diane nous a parlé de son cheminement et de son parcours de don. Si vous hésitez encore, voici quelques conseils. Le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment d'être en accord avec sa démarche. Donc je pense que la maternité, je pense que c'est vraiment, ça mérite réflexion. C'est qu'on est conditionné à, mais je pense qu'avant de faire un tel choix, il faut vraiment être en accord avec ça. Parce qu'il y a des mères qui font des dons d'ovocytes. Il y a des personnes qui ne désirent pas être mères qui font des dons d'ovocytes. Mais il faut avoir réfléchi sur la question. Et une fois qu'on a les réponses et qu'on est en accord avec ça, toutes les peurs sont levées, en fait. Il y a plus de frein. Donc, ça mérite réflexion. Et une fois que la réflexion est faite, allez-y et merci d'avance pour celles qui attendent. Merci à Diane pour cet épisode. Merci à l'Agence de la biomédecine pour le partenariat dans le cadre de cet épisode dédié aux dons d'ovocytes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.dondovocytes.fr. Vous y trouverez plein d'informations concernant le don d'ovocytes et les différentes étapes à suivre. N'hésitez pas à les suivre aussi sur leurs réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il suffit d'aller sur le compte Je donne mes ovocytes. Je tiens aussi à remercier Aldric pour le montage de cet épisode. Si vous avez des questions concernant le parcours de don, n'hésitez pas à nous écrire sur Tant que je serai noire. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous avec des éléments de réponse. À bientôt!